Le Bénin se prépare à l'émission de ses premières obligations synthétiques sur le marché financier de l'UEMOA. Prévu pour le 21 septembre prochain, le pays entend satisfaire un besoin de financement de 55 milliards de francs CFA. Nouveau produit du marché ouest-africain, l'obligation synthétique, qui est une sorte de panier de titres de dette composé de bons et d'obligations du Trésor détachables, a été lancé à Cotonou le 8 septembre dernier en présence de quelques investisseurs. Afin d'attirer de nouveaux profils d'investisseurs, nous devons sans cesse nous renouveler et d'offrir de nouvelles opportunités d'investissement qui répondent à vos besoins. Une des principales clés de notre stratégie est la différenciation, et celle-ci réside dans l'innovation de nos produits. En d'autres termes, nous nous attachons à mettre à la disposition des investisseurs que vous êtes et des États des produits particulièrement calibrés à vos besoins et qui répondent à ceux-ci et à des attentes très spécifiques. C'est cette vision qui nous a conduit à l'élaboration du produit que nous appelons obligation synthétique et qui nous réunit aujourd'hui. Ce nouvel instrument de dette a la particularité de permettre aux souverains d'émettre pour un montant relativement conséquent en une seule opération sur le moyen et long terme. Il faut dire que le Bénin sera le deuxième pays de l'UEMOA à émettre ce nouveau produit financier après la Côte d'Ivoire qui devrait lever 80 milliards de francs CFA le 12 septembre prochain. La Banque africaine de développement pourrait insuffler une nouvelle dynamique au secteur énergétique et agricole burkinabé au cours de la période 2017-2021. Ceci à travers la mise à disposition d'une enveloppe de 500 milliards de francs CFA. Cet appui s'inscrit dans le cadre du document stratégique pays 2017-2021 qui consacre la stratégie de financement de la BAD pour le Burkina Faso. Un document qui sera soumis au conseil d'administration de la Banque africaine de développement le 20 septembre prochain pour valider et qui a pour objectif global de soutenir la transformation structurelle de l'économie burkinabé. Sa mise en œuvre devrait permettre de réduire la forte disparité entre les milieux urbains et ruraux en matière d'électrification par l'amélioration de l'accès des ménages à l'électricité d'une part et de faire reculer la pauvreté en milieu rural d'autre part. Le financement de la BAD devrait aussi aider le Burkina Faso à maîtriser l'eau pour l'autosuffisance alimentaire et à développer l'agrobusiness et l'employabilité dans le secteur rural. De quoi donc booster le secteur agricole burkinabé pour une croissance inclusive et rehausser d'ici à 2020 le taux d'accès des populations à l'électricité au Burkina Faso. Dans cet hôtel de luxe au Cap en Afrique du Sud, des dizaines de locataires en colère. Menacés d'expulsion avec l'inflation des loyers, ils se sentent oubliés par les politiques et les propriétaires réunis dans cette salle pour parler logement. Les scandales au sein du gouvernement et le ralentissement de l'économie sud-africaine ont fragilisé le marché immobilier. Mais le Cap est une exception. Les gens veulent habiter au Cap, ils veulent le mode de vie qui va avec. La population de la ville ne cesse d'augmenter, la demande de logement s'amplifie, mais l'offre, elle, ne suit pas. Depuis 35 ans, Charmaine Marcus loue un appartement à Woodstock, en plein cœur du centre historique du Cap. Impuissante, elle a assisté à la transformation du quartier. Il est devenu tendance pour les jeunes professionnels, au détriment des populations moins aisées poussées au départ. Comme beaucoup avant elle, un matin Charmaine s'est réveillée avec un courrier d'expulsion dans sa boîte aux lettres. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Recevoir ça maintenant, après toutes ces années? Ça m'a brisé le cœur. Ils ne veulent pas de nous ici. Dans l'urgence, la ville du Cap a offert aux expulsés des hébergements à 30 km de là. Mais certains refusent de partir aussi loin. Chen et ses amis ont donc décidé d'occuper cet hôpital abandonné du quartier. Ces immeubles ne sont pas utilisés. Je ne comprends pas pourquoi la ville veut abandonner de telles ressources. Cette ville ne nous aide pas, elle est contre nous. Les personnes sont expulsées à 40, 50, 60 km du centre. Là-bas, leur voix ne compte plus. Il n'y a pas de système de transport, pas de service de santé. La mairie du Cap affirme chercher d'autres solutions, mais ces hébergements d'urgence sont tout ce qui est proposé pour le moment.
Notre objectif, c'est d'identifier les sites disponibles un peu partout en ville. Comme ça, s'il y a une expulsion ou une urgence, les gens ne doivent pas se reloger à l'extérieur de la ville. Il devient très difficile pour la classe moyenne de vivre au Cap aujourd'hui. En 5 ans, le prix d'achat des logements a plus que doublé. 36 700 hectares de plantations ont été attaqués par la chenille légionnaire dans la région du nord du Cameroun. Selon le ministère camerounais de l'Agriculture et du Développement rural qui a rendu publique l'information, cet insecte qui s'attaque principalement aux céréales telles que le maïs et le sorgho a aussi envahi plusieurs hectares de plantations dans les régions de l'extrême nord, de l'Adamawa, du centre, de l'ouest, du sud-ouest et du littoral. À ce jour, seules 3 régions sur les 10 que compte le Cameroun ont été épargnées. Cette situation suscite des inquiétudes dans le pays, d'autant plus que la production céréalière est menacée dans les régions touchées. En effet, selon les experts, la chenille légionnaire a une capacité de destruction de la plante qui se situe entre 25 et 75%. Sa présence est signalée au Cameroun à un moment où le pays traverse une période de soudure caractérisée par la faiblesse de l'offre en céréales du fait des achats massifs du Programme alimentaire mondial PAM visant à nourrir les réfugiés nigérians et centrafricains hébergés dans les régions de l'extrême nord, de l'Adamawa et de l'est du pays. La baisse annoncée de la production céréalière qui se profile à l'horizon devrait aussi davantage compliquer les activités dans la filière avicole nationale. Une filière pourtant déjà lessivée l'an dernier par une longue épisodie de grippe aviaire. La présidente Ellen Johnson Sirleaf en visite en Côte d'Ivoire. En compagnie des autorités ivoiriennes, Ellen Johnson Sirleaf est allée visiter une unité de transformation du bois à la zone industrielle de Yopougon, à Abidjan. Créée en 2004 par des entrepreneurs ivoiriens, sénégalais et libanais, l'unité de transformation du bois de Yopougon est l'une des meilleures entreprises de l'industrie forestière en Côte d'Ivoire. La forêt a constitué pendant plusieurs décennies la base de l'économie ivoirienne. Près de 70% de la production du bois est ainsi destinée à l'exploitation sur les marchés internationaux. En août 2017 à Monrovia, un accord de partenariat entre les deux pays a été signé en vue de s'assurer de la gestion durable de leurs ressources forestières et de maintenir leur compétitivité sur les marchés internationaux. Au terme de cette visite, la présidente libérienne a réaffirmé ses intentions de collaborer avec les autorités ivoiriennes en vue de tirer profit de l'industrie forestière du Libéria. « 8h moins le quart, en pleine préparation de commande de légumes, récoltés la veille. » Tu vas prendre une grande cagette et tu vas faire un mélange des 4 sortes jusqu'à ce que et tu notes le poids. Haricots, carottes, toutes sortes de tomates, de la terre à l'assiette, ici on privilégie les circuits courts, avec un mode de livraison pour le moins étonnant. Dans cette barque à fond plat, véritable boutique flottante, Christophe Meuglin, gérant du petit marché d'Alsace et propriétaire de l'embarcation, descend la rivière de Lille pour rallier le centre-ville. Comme s'il renouait avec les traditions. Jusqu'à la fin du 19e siècle, voire tout au début du 20e siècle, il y avait encore des livraisons de toutes sortes de marchandises qui se faisaient par voie fluviale et par barque sur Strasbourg. 7 km, c'est la distance qui sépare les champs de l'assiette du consommateur. À l'entrée de Strasbourg, premier arrêt dans le quartier typique de la Petite France. 62. Donc ça fait 5,60 en tout, s'il vous plaît. Je trouve ça formidable, l'idée d'avoir toute une matinée comme ça qui est consacrée à différents points d'ancrage. C'est très très bien. Sur le parcours, la barque croise bateaux et touristes au cœur du quartier historique. Traverse une écluse pour rallier la partie basse de la rivière. Le marchand livre aussi des restaurateurs, parfois dans des conditions surprenantes. À contre-courant, le moteur électrique ne suffit pas, le thermique prend le relais. Ici, la cuisine donne directement sur l'eau. Donne la corde, monsieur, donne-lui la corde. On va essayer d'aménager ça un peu mieux, comme ça, il pourra peut-être poser ses caisses et puis ensuite on va y travailler. C'est une bonne expérience. Je trouve que pour une première expérience, c'était pas mal.
3 fois par semaine, depuis le 2 septembre, Christophe Meuglin propulse sa barque au cœur de Strasbourg. Et déjà l'homme soucieux de son empreinte carbone pense à la suite. Organiser des relais en vélo-cabine électrique pour livrer d'autres commerces dans la ville. Depuis son divorce, Gabriel vit dans cette fourgonnette à Ibiza. Avec son salaire de transporteur, il n'a pas les moyens de louer un appartement s'il veut garder de quoi vivre et payer la pension pour ses enfants. Il y a 2 ans, sur cette île des Baléares, un 4 pièces coûtait de 750 à 1000 euros par mois. Aujourd'hui, pour ce prix, on trouve seulement une chambre en colocation. Une location me coûterait la moitié de ce que je gagne. La moitié. Et j'ai des enfants. Je dépense de l'argent pour eux aussi. Il me resterait 500 euros. Je n'aurais pas de quoi vivre. C'est vraiment difficile. Le tourisme est en grande partie responsable de cette envolée des loyers à Ibiza. En 2016, l'île a attiré plus de 3 millions de visiteurs, 2 fois plus qu'en 2010. Une aubaine pour les propriétaires de logements. Nous avons perverti le système. Nous avions une répartition correcte entre une zone résidentielle, des immeubles d'habitation et d'autres zones touristiques. Et aujourd'hui, tout est devenu touristique. Autre victime de cette flambée des locations, les travailleurs saisonniers qui débarquent avec les touristes quand la population de l'île triple et atteint 400 000 habitants. Javier est microbiologiste à l'hôpital d'Ibiza. Arrivé en juin, il pensait louer un appartement. Impossible. Aujourd'hui, il occupe l'une des 8 chambres que l'hôpital a dû libérer pour les employés dans la même situation que lui. J'ai trouvé des petites annonces, parfois à des prix accessibles, mais certaines étaient des arnaques. J'ai vu des arnaques. On parle de loyers très élevés qui ne valent pas la peine que je vienne travailler ici. C'était à chaque fois plus de 3 000 euros par mois. Le gouvernement régional des Baléares a adopté une loi pour encadrer l'usage des logements à des fins touristiques. Objectif, mettre un terme aux loyers abusifs et limiter le nombre de touristes à Ibiza. Un réel défi pour une île dont l'économie dépend principalement de cette activité. Présentation du rapport annuel de l'Organisation nationale chargée de l'action de l'État en mer, ONAM, point de la situation sécuritaire dans le golfe de Guinée. Faire du port de Lomé un hub de transport maritime dans la sous-région, les défis futurs. Ce sont là, entre autres, les communications qui ont soutenu le thème vers une économie bleue, une promesse de croissance durable au Togo. Un thème retenu pour la 4e réunion annuelle du Haut Conseil pour la mer tenue à Lomé sous la présidence du Premier ministre représentant le chef de l'État. Nous avons aussi écouté 4 autres interventions, essentiellement pour la vitalité de notre économie maritime et portuaire. Permettez cependant que je fasse déjà des commentaires et suggestions sur des pistes de continuité de l'action de l'État en mer à articuler sur la sécurité, la sûreté, la croissance et la préservation de l'environnement et de nos ressources hydriques. La Banque mondiale, en appuyant les autorités togolaises à faire de l'économie bleue le levier de la croissance nationale, a élaboré le cadre stratégique pour l'économie maritime côtière. Nous avons présenté ce cadre stratégique qui regarde justement tous les avantages aussi bien que les défis dans l'économie bleue. Il s'agit des activités économiques, mais aussi la question de la protection des atouts du capital naturel du pays et comment justement promouvoir une croissance économique accélérée, si je peux le dire. Une note conceptuelle pour la création du Fonds bleu au Togo a été présentée au cours de cette assise. Le Premier ministre a instruit le ministre de l'Environnement, le Conseil pour la mer et autres ministres concernés à étudier la possibilité d'un nouveau test juridique qui prend en compte les aspects environnementaux liés à l'océan et ceci conformément aux dispositions internationales en la matière.